Ok. Bonjour, monsieur, cher monsieur Jacques Ancière. Je m'appelle Julie. J'ai professeur et designer. J'ai étudié vous philosophie. Merci beaucoup. J'aime vous présenter la traductrice Marie. Vous m'entendez? Bonjour, je suis votre interprète pour cette séance, pour cette conférence. Et voilà, je voudrais vous demander de parler plus lentement, si c'est possible, parce que ici à Vladivostok, on n'a pas la chance de traduire souvent. Et je sais que vous parlez très vite, et si c'est possible de parler plus lentement. Et voilà, merci. On est très heureux de vous connecter aujourd'hui. On est prêt à commencer. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, parfaitement. Vous m'entendez? Ah bon, d'accord. Très bien, très bien. C'est bien, allons-y. Марим, скажите ему, что я очень рада, что он согласился. Да, давайте. Je vais traduire. On commence. C'est très intéressant pour nous de savoir les questions les plus importantes de votre philosophie. J'apprécie beaucoup vos recherches, vos œuvres. J'ai longtemps étudié vos recherches et pour moi, c'est vraiment un plaisir de vous parler. Et merci encore une fois pour cette possibilité que vous nous avez présentée aujourd'hui. Encore une fois, un grand merci pour cette interview. Et ce qui m'a
étonné, ce qui m'a surpris surtout dans votre philosophie, ce que votre philosophie a déterminé la vision, surtout la vision des gens après l'époque postmoderne et au milieu du XXe siècle. Quand on a vu apparaître la nouvelle vision, la nouvelle compréhension de l'homme dans le monde, la nouvelle vision du monde, et ça, tout ça a influé beaucoup sur l'art, sur la politique, et votre approche qui est nouvelle, c'est l'approche liée sur le sensible et basée sur le sensible. Votre pensée a défini beaucoup, je crois, que votre idée a défini l'idéologie et la vision du monde. Et c'est très important et surtout, je crois que vous êtes le philosophe le plus important et c'est vous qui a joué, vos recherches ont joué le rôle important dans la compréhension de la culture et de la politique et de l'art. Et c'est ici qu'on voudrait nous arrêter et voudrais vous poser les questions. La première question qu'on voudrait aborder, c'est quelle méthode est en base de votre philosophie? C'est que j'ai étudié beaucoup votre philosophie, j'ai étudié aussi les théories des autres philosophes qui écrivaient sur vos recherches et il y a les opinions que votre philosophie est basée sur le principe du phénomène, sur la méthode du phénomène. Et il y a aussi l'opinion que votre philosophie est basée sur le principe d'expérience expérimentée. Et je voudrais préciser, je voudrais savoir sur quoi est basée votre philosophie. Voilà, j'ai écrit une fois la première question philosophique est une question politique. Qui peut philosopher? Autrement dit, j'ai essayé de déplacer la question qu'est-ce que la philosophie du côté d'une autre question, finalement, qui est le philosophe? Qui peut philosopher? Dès le début, dès Platon, les deux questions sont liées. La question du quoi, qu'est-ce que c'est la philosophie, et la question du qui. Quel personnage est le philosophe? Et ces deux questions, qu'est-ce que et qui, sont liées à une troisième question, qui est la question où, en quel lieu. Dès le début,
on peut dire que la philosophie est liée à un certain lieu. Il y a, disons, il y a un lieu, c'est-à-dire qu'il y a une distribution des places, des positions, qui est aussi une distribution des capacités. Il y a ceux qui sont en un lieu où on pense, et puis il y a ceux ou celles qui sont en un lieu où on ne pense pas, où simplement on travaille, on obéit, voilà. Donc voilà, c'est, disons, le point de départ de ma méthode. Ça ne vient pas du tout de la phénoménologie, hein, ça vient plutôt de la philosophie ancienne, ce rapport qui est établi dès Platon entre la question quoi, la question qui et la question où. Bon, c'est à partir de ça font que j'ai créé ma manière un petit peu d'aborder les sujets. Bon, par exemple, la question du temps. La question du temps, c'est pas simplement la question de notre expérience, du temps qui passe, de la durée. La question du temps est aussi déterminée par une sorte de partage premier, à savoir, il y a des gens qui ont le temps et des gens qui n'ont pas le temps. Bon, Platon dit il faut que les ouvriers restent dans l'atelier parce que le travail n'attend pas. Autrement dit, voilà, le temps, en quelque sorte, pas simplement une durée, disons, une ligne qui va d'un point à un autre. Le temps est aussi divisé de l'intérieur. Il y a des gens qui ont le temps, des gens qui n'ont pas le temps, des gens qui n'ont pas le temps mais qui essayent de prendre le temps. Voilà. Bon, de même, prenons la question de la distinction entre la parole et la voix. Disons dans un texte célèbre de la politique, Aristote dit que la politique est liée au fait que les humains ont la parole qui peut concevoir, expliquer, contre la voix. Les animaux ont seulement la voix qui permet d'exprimer le plaisir et la plainte, mais pas de raisonner. Donc voilà, alors ce que j'essaye de dire, c'est que cette division entre les humains et les animaux, en réalité, a toujours été en même temps une division entre les humains eux-mêmes. C'est-à-dire que, au fond, il y a des gens dont on considère que ce qu'ils disent, c'est de la parole, et il y a des gens dont on considère que ce qu'ils disent est du bruit. Bon, c'est encore ce qui se passe aujourd'hui, lorsque des gens se rassemblent dans la rue pour manifester. Bon, les gouvernements disent c'est du bruit, c'est pas de la parole. Les gens sont pas contents, les gens sont inquiets, les gens voilà. Bon, donc tout ce qu'ils font, c'est crier. Donc voilà, disons, tout mon principe a été un petit peu justement de penser toujours que les notions sont divisées de l'intérieur. Il y a des gens qui ont le temps, des gens qui n'ont pas le temps, des gens dont on reconnaît qui parlent, des gens dont on ne reconnaît pas qui parlent. À partir de là, ma méthode, on peut dire, ça a été de créer des espèces de lignes transversales, c'est-à-dire de traverser les frontières entre les disciplines, la philosophie, l'histoire, la sociologie, la science politique, de traverser aussi en même temps les hiérarchies entre les modes de discours. C'est-à-dire que j'ai essayé de déplacer des problèmes, on va dire, intérieurs à la philosophie sur une scène qui est une scène plus large. Et où effectivement est en question ce que j'appelle le partage du sensible. Prenons un exemple. J'ai écrit un livre donc sur la politique qui s'appelle La mésentente. La mésentente en français, ça joue sur le double sens du mot en français. En français, entendre, ça veut dire simplement ouïr, écouter, recevoir une parole ou un bruit, mais entendre, ça veut dire aussi comprendre. Voilà, donc disons, j'ai joué sur ce rapport entre, on peut dire, la question de la pensée et la question du sensible. Quand on ne veut pas entendre ce que les gens disent, on dit qu'on les entend. Quand on ne veut pas comprendre ce que les gens disent, on dit qu'on les entend pas.
Voilà. Bon, comment est-ce que j'ai traité cette question? J'ai traité cette question justement en constituant on peut dire une espèce de transversale entre la philosophie, par exemple la philosophie d'Aristote, voilà, justement la question que je disais tout à l'heure, la question du rapport entre voix et parole chez Aristote, je l'ai lié à des discours complètement différents. Par exemple, dans ce livre, La Mésentente, je fais intervenir un récit qui est un récit littéraire d'un écrivain français du 19e siècle, Ballanche, qui parle de la révolte des plébéiens romains sur le mont Aventin. Et ce qui est intéressant dans ce récit, c'est que justement les patriciens n'entendent pas les plébéiens. Pour eux, les plébéiens ne parlent pas. Ils font du bruit, ils grognent, mais ils ne parlent pas. Et les plébéiens, eux, justement, qu'est-ce qu'ils font? C'est montrer qu'ils parlent. Donc, ils s'adressent à des gens pour qui ils sont des animaux, qui font du bruit, et ils leur montrent que non, ils sont des êtres qui parlent et qui pensent. Bon, de même, j'ai utilisé encore dans ce livre, La Mésentente, un troisième texte qui n'a rien à voir avec la philosophie, qui est un manifeste d'ouvriers tailleurs en grève en 1833 à Paris. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ce texte, justement, s'adresse aux patrons, mais pour les patrons, il n'y a rien à discuter, il n'y a pas d'objet de discussion, il n'y a pas de lieu où les patrons et les ouvriers puissent discuter, il n'y a même pas de langage commun. Alors, qu'est-ce que font ces ouvriers? Ils créent un langage, ils créent un lieu, ils créent un objet commun, ils créent un lieu, ils créent un langage. Donc, ils parlent à ceux qui ne les entendent pas. Ils parlent à ceux pour qui ils ne parlent pas. Et faut dire, tout ce texte justement joue sur le double sens du mot, comprendre. Voilà. Donc, ce que je fais en quelque sorte, c'est traverser, on peut dire, mettre ensemble, stipuler des textes intérieurs à la philosophie avec des textes complètement extérieurs à la philosophie, un texte littéraire, un texte qui appartient à ce qu'on appelle l'histoire sociale, pour montrer quoi? Pour montrer qu'il y a un objet commun. Quoi. Il y a un objet commun. Et au fond, qu'est-ce qui m'intéresse? C'est cette question de l'objet commun, de savoir si un philosophe antique, et puis des ouvriers tailleurs du 19e siècle, s'ils parlent de la même chose. Au fond, c'est ça un petit peu l'enjeu. Quoi. Et c'est la question de ce que j'ai appelé le dissensus. Quoi. Le dissensus, le consensus, ce que j'appelle le consensus, c'est quand les gens sont à leur place, font ce qu'on attend d'eux. Ils travaillent, ils sont dans leur atelier, c'est bon, et puis ils n'ont pas à parler, ils n'ont pas à sortir dans la rue. Ils sortent dans la rue, ils parlent, ils montrent qu'ils parlent, c'est ça le dissensus, quoi. C'est-à-dire que, voilà, ils brouillent justement la distribution du sensible, le rapport entre des places et puis des capacités et des performances. Et c'est ça la logique du dissensus, et c'est ça que j'ai essayé de transposer, on peut dire, dans le domaine du savoir. C'est-à-dire que j'ai essayé de rompre les barrières qui séparent les territoires et de rompre aussi les hiérarchies entre les niveaux de discours. Donc, pour montrer quoi? Pas que les ouvriers sont aussi forts en philosophie qu'Aristote, mais pour montrer qu'ils parlent de la même chose. Donc, ma méthode, c'est comme ça de construire des lignes qui traversent les frontières pour construire ce que j'appelle des plans d'égalité. Des plans d'égalité entre des discours qui normalement ne communiquent pas, c'est-à-dire aussi entre des gens qui ne sont pas censés parler le même langage et avoir finalement le même cerveau. Donc ce que j'essaie de faire, c'est transporter les concepts de la philosophie sur une scène élargie de la pensée où on peut dire tout le monde pense. Merci. Si c'est trop vite, vous me dites, je peux aller plus lentement. Ça va, c'est bien. Merci. Bon. Я занимаюсь изучением
В первую очередь философии, не то чтобы я ее изучаю, я изучаю в первую очередь 3 вопроса, которые меня интересуют. Это кто такой философ, кто может философствовать. То есть первый ответ — это кто. Второй вопрос — это что такое философия, что она изучает, что затрагивает. И третий, где, в каком месте, при каких обстоятельствах происходит распределение возможностей тех, кто думает, то есть когда рождается эта мысль. И как такового у меня нет метода. Моя методология основана на изучении и на том, чтобы вникнуть в эти 3 вопроса: кто, когда и где. И таким образом я создал свой собственный способ, и нельзя его назвать ни экспериментальным, ни каким-то другим. Это способ относительно времени. Есть люди, которые имеют время, есть люди, которые не имеют время. И это время, как и все остальные понятия, в общем-то, они разделены на внутреннюю составляющую и на внешнюю. Я уже говорила по изучению Аристотеля. Аристотель, например, касался изучения этого вопроса, что люди могут иметь, людей от животных отличает наличие речи. С помощью речи люди передают, общаются, передают смыслы, а животные с помощью голоса говорят о своей боли, о своих желаниях, удовольствии. Я расширил эти рамки, и я считаю, что у людей люди также могут передавать, имея голос, имея речь, люди могут передавать и речь, и также могут не передавать ее, то есть иметь только голос. И вот, вникая в этот вопрос, я изучаю людей, которые, имея только шум, то есть только голос, как они приобретают речь. И больше всего это становится очевидным по отношению к рабочим, которые я изучала, рабочих XIX века. И эти рабочие, которые имели только шум, создавали только шум, даже правительство говорило, что у вас это не люди, это те, которые, что это за шум. И эти люди, происходил принцип разделения внутри, то есть они обретали голос, они доносили свои мысли, которые принято было считать, что они не имеют, доносили с помощью речи. Таким образом, то, что я создаю, этот метод, мой подход, он пронизывает, он переходит разные сферы, например, историю, социологию, он изучает любое понятие двусторонне, и внутреннюю, и внешнюю сторону. Это такая область, то есть я переношу все знания, которыми обладает философия, которыми обладает внешняя жизнь, я переношу на одну большую сцену, которую я называю чувствительная. Даже вот в моей книге, которая называется «Несогласие», тоже само слово, оно двойственное. То есть вот эту двойственность я называю чувственным. Ну и вкратце так, наткнувшись на тексты XIX века, я изучал эти тексты как литературные, исторические. То есть мой метод — это общий, моим предметом изучения становится общее, объемное знание. И я пришел к вопросу о диссенсус. Диссенсус — это когда люди, находясь на своих местах, занимаясь своим делом, они выходят за рамки, они выходят на улицу, они заявляют о себе. То есть то, что та роль, которая не была им предназначена, они исполняют другую роль, это я называю диссенсус, это знание. Таким образом, я разрываю барьеры я перехожу на новую стадию, когда люди, которые то есть изучая эти явления, и людей, которые не имели речи, они начинают говорить, и вот эта область культуры, философии,
искусство, она сочетается с основными понятиями внутренней и внешней жизни. Merci. On passe à la deuxième question. Dans votre livre, Le partage du sensible, vous parlez de l'esthétique. On sait que dans le cadre classique de la compréhension de l'esthétique, l'esthétique, c'est quelque chose qui est beau. Mais vous interprétez un peu autrement cette question. D'après vous, n'importe quel objet on peut admirer n'importe quel objet. Pourriez-vous concrétiser quel est l'objet du régime esthétique, du régime esthétique de l'art dont vous parlez dans votre livre? Bon, j'ai introduit cette notion de régime esthétique de l'art pour penser les formes de pratique artistique, mais aussi les modes de perception et de pensée de l'art qui caractérisent ce qu'on appelle art moderne. Habituellement, on pense l'art moderne, disons, comme un art qui s'autonomise. C'est des thèmes, disons, qui ont été popularisé au XXe siècle, notamment par Clement Greenberg, l'idée qu'il y a un moment où l'art ne s'intéresse plus à représenter finalement des objets extérieurs, mais s'intéresse à ses propres formes. Et bon, cette vision s'appuyait sur un certain nombre de bouleversements artistiques, comme par exemple le passage à l'art abstrait, à la peinture abstraite, ou le passage à la musique de décaphonique. Bon, moi, ce que j'ai essayé de dire, c'est que cette prétendue révolution était en fait, disons, une conséquence partielle d'une révolution beaucoup plus, disons, ancienne et plus profonde, qui commence déjà, disons, à la fin du XVIIIe siècle, donc en Occident, à savoir finalement une transformation qui sépare l'art comme sphère spécifique d'expérience de ce qu'étaient avant les beaux-arts, quoi. Disons, dans les sociétés hiérarchiques traditionnelles, il y a, disons, les beaux-arts qui sont une catégorie particulière qui s'oppose aux arts mécaniques, qui s'oppose justement, on peut dire, à tous les arts qui font des choses utiles ou qui servent à la vie pratique. Bon, alors j'ai montré que comment, disons, vers la fin du XVIIIe siècle, il y a toute une révolution par rapport à cette vision ancienne des beaux-arts. D'abord, c'est le moment où les œuvres se trouvent séparées de leur destination.
jusqu'à une époque tardive, on peut dire que les œuvres d'art servaient à illustrer la foi religieuse, à décorer les palais des princes, à fournir des divertissements aux aristocrates. Et puis, vers la fin du XIXe siècle, au moment notamment où on crée les musées, elles sont séparées de cette destination et offerte, on peut dire, au regard d'un spectateur qui est n'importe qui. Et bon, en même temps, ce qui est important, c'est qu'on rompt aussi avec une sorte avec une vision, au fond, qui soumettait ces œuvres à des critères où ces œuvres étaient vues comme la perfection d'un savoir, la perfection d'une manière de faire. Dans ce que j'appelle le régime représentatif de l'art, on va dire que les œuvres sont en quelque sorte des choses produites, des choses fabriquées, et qu'on compare en quelque sorte à ce que l'artiste a voulu faire, qu'on compare aux règles de l'art. Et puis arrive un moment où, non, les œuvres ne sont plus tellement considérées comme le produit d'une manière de faire, mais plutôt comme la manifestation d'une manière d'être. Et la manière d'être, on peut dire, qui correspond au régime esthétique, c'est précisément au fond une manière d'être de l'art comme si on n'était pas de l'art, une manière d'être faite comme si on n'était pas faite. C'est ce que enregistrent les grands penseurs justement naissants du régime esthétique. Kant justement dit que le beau est sans concept. Le beau est sans concept, ça veut dire qu'on ne juge plus une œuvre par rapport à son idée. On ne la juge plus comme la réalisation de l'idée que l'artiste a voulu faire. On la juge librement comme une forme qui est en face de vous, et on la juge et on l'apprécie en dehors de toute question de savoir. Donc le spectateur n'est pas un savant connaisseur qui juge l'œuvre d'un savant fabricateur, d'un savant producteur. Non, c'est un individu quelconque devant une forme qui en quelque sorte vit par elle-même. Bon, c'est quelque chose que Schiller développe après Kant dans ses lettres sur l'éducation esthétique de l'humanité. Alors, il parle de l'expérience esthétique justement comme un mode d'expérience sensible spécifique, parce que c'est un mode d'expérience sensible dans lequel il n'y a pas de rapport de domination. Dans la connaissance, il y a un entendement qui impose ces concepts à la matière sensible. Dans le désir, il y a une impulsion sensible qui commande à l'inverse à l'entendement. En revanche, dit Schiller, en commentant Kant, dans l'expérience esthétique, il n'y a plus de domination. Il n'y a plus de domination, c'est-à-dire que l'expérience esthétique est vraiment l'expérience d'un rapport de la pensée au sensible, où il n'y a plus de rapport de domination, ni de la pensée sur le sensible, ni du sensible sur la pensée. Donc, au fond, c'est une expérience d'égalité, et c'est, dit Schiller, du même coup, au fond, une expérience qui correspond à une capacité humaine qui n'est plus prise dans une hiérarchie, qui n'est pas réservée à une catégorie, mais qui peut être attribuée à toutes et à tous. Mais en même temps, ce qui est important justement, pour revenir à un des aspects de votre question, à savoir que n'importe quoi peut être beau, ce qui est important justement, c'est que dans le régime esthétique, il y a comme une sorte d'indétermination des frontières. L'art existe comme une réalité sensible, spécifique, mais justement, il existe finalement comme un monde dans lequel n'importe quoi peut entrer. Et dans mon livre Aesthesis, j'ai étudié la manière dont le régime esthétique de l'art s'était constitué justement, on peut dire, par toute une série comme d'importations dans la sphère de l'art, de sujets qui n'étaient pas considérés comme artistiques, de modes de représentation qui n'étaient pas considérés comme artistiques ou qui étaient considérés comme de l'art vulgaire, populaire, inférieur.
bon, disons, de même, disons, entre dans l'art des types de performances qui étaient considérés comme, bah, oui, des spectacles populaires, ou entre dans l'art aussi les objets du monde utilitaire, entre dans l'art aussi, bon, justement, disons, bah, une série d'appareils mécaniques qui étaient censés être le contraire même de la dignité de l'art. Alors bon, si on peut développer un tout petit peu ça, quoi, c'est bon, ce que j'ai justement analysé un petit peu dans ce livre, Aesthésis, à travers une série de 14 scènes. Bon, c'est d'abord bon, la manière dont entrent dans l'art des sujets qui étaient considérés comme n'étant pas de l'art ou considérés comme étant de l'art inférieur. Bon, par exemple, bon, un des aspects importants de la constitution du régime esthétique de l'art, c'est l'abolition des hiérarchies des genres, et notamment l'abolition de la hiérarchie des genres en peinture. Bon, jusqu'au XVIIIe siècle, il y a une hiérarchie des genres en peinture qui est très comme ça, très ferme, quoi. Par exemple, bon, disons, il y a la grande peinture, c'est la peinture d'histoire qui représente justement les actions des grands hommes. Et puis, la peinture la plus basse, c'est la peinture de genre, à savoir la peinture qui représente bon, bah, des gens quelconques, des gens vulgaires, occupés à des activités vulgaires. Or, bon, qu'est-ce qui se passe au moment de ce que j'appelle la révolution esthétique? C'est ce bouleversement des hiérarchies, à savoir la peinture des choses quelconques, des gens quelconques, devient finalement un objet privilégié de l'art. Et ça se transmettra après, justement, à d'autres arts comme le cinéma ou comme la photographie, quoi. Bon, disons, bon, de même, bon, en littérature, bon, il y a les vieilles hiérarchies, bon, la tragédie et la comédie, bon, l'épopée et la satire, tout ça disparaît. Et bon, par exemple, le roman est, disons, on peut dire le genre sans genre, qui n'appartient plus à aucune hiérarchie. Bon, de même, ce que je montre aussi dans ce livre, c'est comment entre dans l'art des performances qui étaient considérées comme justement vraiment du spectacle populaire, du divertissement populaire, comme par exemple bon, les spectacles de clowns, les spectacles d'acrobates, les spectacles de musical, quoi. Bon, tout ça entre plus ou moins, non seulement entre dans l'art, mais justement crée finalement une vision complètement différente de l'art. Bon, j'ai pu dire par exemple la manière dont bon, un spectacle de clown est jugé par un poète comme étant de la grande poésie, quoi. Ou bien comme un spectacle de musical, la danse de Loïc Fuller est jugé par un autre poète, Mallarmé, aussi comme disons, le principe d'une esthétique nouvelle. Donc le régime esthétique se construit à travers cette espèce d'introduction de performance qui était considérée un peu comme aux marges de l'art avant. Bon, on peut aussi penser à la façon dont les objets du monde utilitaire entrent justement dans vraiment le cœur de l'art, et par exemple avec, disons, l'importance que prend le design, que prend la pensée du design, bon, depuis, depuis les théoriciens anglais du mouvement Art and Craft, ensuite à travers les théoriciens du Werkbund, du Bauhaus, à travers aussi même, disons, la révolution soviétique. Tout d'un coup, bon, les objets du monde ordinaire, les instruments, mais aussi bon, le décor de la ville, le mobilier urbain, les affiches, tout ça devient de l'art, on peut dire, de plein droit, et change aussi le sens même de l'art en le liant précisément à la vie ordinaire. Bon, on peut penser de même à la façon dont bon, entrent dans l'art aussi des techniques qui étaient considérées également comme extérieures à l'art. Bon, au début, la photographie, disons, bon, les artistes, les esthètes, on méprise la photographie, disent c'est de la reproduction mécanique, c'est quelque chose qui est sans intérêt par rapport au travail de la main du peintre, quoi. Et puis petit à petit, ça va se renverser, savoir la photographie qui était considérée comme simplement le fait d'appuyer sur un bouton et considérée comme finalement participant à une sorte au fond de vision nouvelle de l'art, où ce qui compte, c'est plus tellement justement l'habileté de la main, mais ce qui compte, c'est le regard, c'est ce que le regard discerne dans un spectacle, y compris dans un spectacle quelconque.
Donc voilà un peu pour moi, si vous voulez, un petit peu les caractéristiques essentielles de ce que j'appelle le régime esthétique de l'art, qui est un régime un peu paradoxal, puisque à la fois il crée l'art comme une sphère d'expérience spécifique, et en même temps il la crée comme une sphère dans laquelle n'importe quel objet peut pénétrer, et dans lequel n'importe qui peut être aussi un connaisseur. Merci beaucoup. Что является предметом моего режима, эстетического режима искусства? На самом деле это различные формы современного искусства, когда современное искусство становится автономным. Искусство может представлять, скорее это переходы к музыке, к пейзажам, к живописи. Это такая эволюция, последствия эволюции, которая совершилась на Западе в середине XIX века и совершила такую трансформацию по отношению к искусству. Ведь раньше изящное искусство обладали такой иерархией, это особые категории такого механического искусства, которые были предназначены в основном для аристократов, для буржуазии. Они украшали дома аристократов, их сады. А сейчас, в конце XIX века стали украшать эти изящные искусства, предметы искусства стали украшать музеи. И таким образом любой зритель смог увидеть эти произведения. То есть важно для меня это видение этих произведений, это совершенство, ведь произведение — это что-то, то, что сфабриковали, сделали сами механически. И произведение свидетельствует о способе, то есть своего рода такая манифестация способа отношения к искусству, как будто бы искусство не было создано само по себе. Таким образом, нельзя судить, как происходила реализация искусства. Нужно судить мысль. И тогда любой зритель, он не является знатоком, специалистом в этой области, но он может, и он не судит, в общем-то. То есть любой человек может иметь доступ к форме, к образованию, к эстетике. То есть вот этот режим эстетического искусства — это опыт перехода к чувственному. Режим это равенство. Эстетический режим искусства — это право, равенство, иметь способность для всех. То есть каждый может иметь способность видеть, созерцать, оценивать. Режим эстетического искусства является таким неопределением границ. Он существует, и искусство можно перенести в любую сферу. Это способ, когда искусство становится той темой режима, эстетического режима, начиная с XIX века, когда он был иерархическим, теперь он становится доступным для всех людей. Таким образом, эстетический режим искусства — это преодоление и уход от иерархии. Это наблюдается, в общем-то, в любой области, в литературе, трагедии, драмы, романтике, то есть где была иерархия. И потом стираются эти границы. То есть создать вот это другое видение искусства и принцип эстетический через виды, ведь через виды, которые выступают. Это может быть и дизайн, и сцены, это может быть и революция, или декор на улице. Ведь когда-то фотография была всего лишь механическим творчеством, произведением, и его не рассматривали как искусство. Но через несколько лет, как по велению, по нажатию просто на кнопку, его стали рассматривать как новое искусство. И таким образом, подытожив все, что говорилось ранее, эстетический режим искусства — это такой парадокс, который с одной стороны создает искусство, с другой стороны создает произведение.
La question suivante concerne le cinéma. On sait que le cinéma est devenu l'objet de l'art qui est disponible à tous. Mais le cinéma se diffère. Il y a les autres principes qui déterminent ce domaine. Et je sais que vous aussi, vous interprétez, vous aimez aussi le cinéma, mais vous interprétez autrement le cinéma. Et quelle est votre vision du cinéma dans ce contexte? Oui, bon, je parlerai non pas de mon rapport personnel au cinéma, mais du rôle que le cinéma, disons comme art, a pu jouer dans le régime esthétique de l'art. Ce qui est frappant, en effet, c'est que le cinéma, au fond, a en quelque sorte sa place, on peut dire, dessinée par avance dans le régime esthétique des arts. C'est-à-dire qu'au fond, d'une certaine façon, l'idée esthétique du cinéma est là avant que, au fond, avant que la technique cinématographique soit là. Donc, il y a plusieurs aspects qui sont liés. Bon, d'abord, on peut dire que le cinéma correspond parfaitement à ce mouvement par lequel le régime esthétique de l'art se constitue, en absorbant ce qui lui est extérieur. Pour le cinéma, donc, ça veut dire deux choses. D'une part, que effectivement l'art absorbe avec le cinéma quelque chose qui semble être un pur procédé technique, et en même temps, il absorbe quelque chose qui semble être une simple forme d'attraction populaire. Et ce qui est très frappant, par exemple, c'est le rôle que joue chez les théoriciens de l'art dans les années 1910, 1920, Charlie Chaplin, parce que Charlie Chaplin, en quelque sorte, c'est à la fois comme l'incarnation, en quelque sorte, du cinéma, à savoir, c'est le pitre, c'est l'homme qui fait des pantomimes, mais c'est aussi l'acteur au geste automatique qui semble vraiment incarner le médium nouveau du cinéma. C'est pour ça que Charlie Chaplin sera quasiment un héros dans la Russie soviétique auprès de certains artistes et théoriciens du cinéma, comme en quelque sorte, disons, l'artiste du nouveau monde industriel. Mais aussi, deuxièmement, ça se lie à un deuxième point, à savoir, comme le cinéma est un art, disons, un art mécanique, il réalise, on peut dire, une idée essentielle de l'art qui est propre au régime esthétique. À savoir l'art comme union d'un processus conscient et d'un processus inconscient. C'est quelque chose qui est ancien, parce que c'est déjà, disons, une idée qui est exprimée en 1800 dans le système de l'idéalisme transcendantal de Schelling, cette idée de l'art comme union d'un processus conscient et d'un processus inconscient. Et bien sûr, le cinéma se prête parfaitement, on peut dire mieux que tout autre, à cela, parce que, disons, justement, le cinéma, on peut dire, est l'œuvre conjointe de deux artistes. Un cinéaste qui a une idée, qui a un plan, qui veut faire une œuvre, et puis, disons, un artiste inconscient, la caméra, elle enregistre les choses. Elle n'a pas d'idée, elle ne veut rien, elle ne pense rien, mais elle enregistre, et quelquefois elle enregistre des choses auxquelles l'artiste conscient, le cinéaste n'a pas pensé lui-même. Donc ça c'est deuxième aspect essentiel qui fait que le cinéma avait comme sa place toute prête dans le régime esthétique de l'art. Et puis troisième chose, c'est que le cinéma incarne au fond une utopie un peu centrale du régime esthétique de l'art, à savoir l'idée d'un langage des formes sensibles, opposées aux vieilles formes de la représentation. Les vieilles formes de la représentation, il y a justement un artiste qui essaye de traduire des représentations en formes sensibles, ou qui essaye comme ça de créer, de suggérer en quelque sorte des sensations à travers justement toute une construction. Et donc voilà, dans
dans la représentation ancienne, bon, ben voilà, disons, il y a des histoires qui sont racontées par un narrateur qui veut créer telle et telle émotion chez son lecteur. Bon, il y a aussi les histoires qui sont jouées par des personnages parlants qui parlent sur une scène, qui se remuent sur une scène de théâtre. Donc, au fond, il y a cette idée, en quelque sorte, d'un sensible qui est simplement second. Alors que, disons, dans la vision qu'ont beaucoup de novateurs, qui voient incarner dans le cinéma, et ce qu'on cherche à l'époque, c'est une sorte de langage des formes sensibles qui soit immédiat, qui passe plus par les vieilles histoires, qui passe plus par la vieille psychologie des personnages. Et bon, bien sûr, le cinéma, au départ, à l'époque, disons, du cinéma muet, apparaît un peu comme l'incarnation de ce rêve. L'incarnation de ce rêve, les personnages de cinéma, ne sont pas déterminés par une espèce d'intériorité, par des sentiments, par de la psychologie. Ils sont d'abord, en action. Ils sont d'abord, disons, des aides, des figures sensibles qui agissent sensiblement. Donc voilà, le cinéma se réalise comme une espèce d'utopie, d'une sorte d'écriture du mouvement. Cinématographe, ça veut dire écriture du mouvement, et au fond, il y a cette idée au fond, de la machine de lumière qui écrit directement du mouvement. Et c'est quelque chose qu'on retrouve très fortement dans les théoriciens du cinéma des années 1920, comme 1915, 1920, 1925, comme Jean Epstein. C'est aussi bien sûr que, disons, des idées que reprennent justement des révolutionnaires en URSS. On peut penser notamment à Dziga Vertov, à savoir justement le cinéma, c'est l'antithéâtre. C'est l'antithéâtre. Il s'agit plus de jouer. Il s'agit simplement au fond d'enregistrer des mouvements. On peut penser à un film comme L'homme à la caméra, qui justement veut être une sorte d'exemple même de lien entre l'art nouveau et puis, disons, le monde communiste nouveau. À savoir, il n'y a plus de psychologie, il n'y a plus de personnages, il n'y a plus de situation. On ne joue plus. Ce sont simplement des mouvements en quelque sorte qui se coordonnent et qui font une espèce de grand mouvement d'ensemble, ce qui fait que finalement, l'art n'est pas au service du communisme, mais il est directement communisme, et le communisme lui-même n'est pas une idéologie, n'est pas un régime politique, c'est une forme d'être sensible, c'est la symphonie de tous les mouvements finalement qui sont coordonnés par le regard de la caméra. Donc voilà, il y a ça peut dire, ce sont les idées en quelque sorte fortes qui appartiennent au régime esthétique de l'art et qui sont comme réalisées, on peut dire, qui paraissent être réalisées, incarnées par l'art nouveau du cinéma. Alors bien sûr, ça a été l'idéal du cinéma, et bien sûr cet idéal un petit peu s'est heurté à la réalité de l'évolution du cinéma, à la fois de son évolution technique et aussi de son évolution comme mode de narration. Bien sûr, on peut penser à la question de l'avènement du cinéma parlant. Disons, Dziga Vertov fait son film et donc le donne à voir en 1928, et il se vante à ce moment-là justement dans la présentation de son film, justement, que c'est véritablement le langage du sensible qui parle à tout le monde et qui met vraiment à la porte les vieilleries du théâtre, de la narration, de la psychologie, etc. L'ennui, bien sûr, c'est que un an après, le cinéma parlant commence sa carrière, et donc en quelque sorte cette espèce d'idéologie qui était liée véritablement au cinéma muet, au fait que c'était les formes qui devaient parler par elles-mêmes, s'effondre plus ou moins, Et il y a comme une espèce de renversement même qui s'opère, parce que on croyait que le cinéma allait abolir justement les formes de narration anciennes, les formes de psychologie, et puis à un sens il fait le contraire, c'est-à-dire avec l'évolution du cinéma parlant, le cinéma au contraire va un peu rétablir les formes de narration, les situations, les caractères, la psychologie, même disons la classification des différents genres. Donc il y a quelque chose donc au fond comme une espèce de paradoxe. On pensait que le cinéma ce serait l'art de l'avenir, et puis d'une certaine façon il rétablit des formes anciennes,
si on pense au rapport entre le cinéma et le roman, quoi, bon, le cinéma se développe et le cinéma parlant se développe. Bon, à une époque où, disons, il y a des écrivains qui, justement, essayent de bouleverser complètement la conception de la narration, comme Joyce, comme Virginia Woolf, comme Faulkner, quoi. Et puis, bon, à ce moment-là, dire le cinéma, au contraire, rétablit les formes classiques de la narration, quoi. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est que, voilà, pour moi, c'est que justement le cinéma est un art contradictoire. C'est un art contradictoire. Il s'est pensé un moment être comme une espèce de nouvelle forme, dire disons de l'art, quoi. Bon, et en fait, disons, il tente à se transformer en une espèce de narration en image, non plus un mouvement des formes, mais une narration en image. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que le cinéma n'a pas cessé de vivre de cette tension. Quand je parle de contradiction, pour moi, c'est pas quelque chose de négatif. D'une certaine façon, bon, l'art dit de ces contradictions, quoi. Et au fond, on peut dire que le cinéma a vécu de cette espèce de contradiction en quelque sorte entre le déroulement, le déroulement de la fable, le déroulement de l'histoire, et en même temps le mouvement des images qui sans cesse ou arrête le déroulement de la fable, ou le déplace, voire même éventuellement le contredit. Donc voilà un petit peu pour moi la place du cinéma, un petit peu et son rôle paradoxal dans le régime esthétique de l'art. Merci beaucoup. Je traduis. Кино играет важную роль в эстетическом режиме искусства, оно занимает особое место, и я расскажу, что это по 3 причинам. Во-первых, кино — это движение, которое абсорбирует и включает в себя, собирает и развлечение, и идею. Например, Чаплин, который в 10-е 20-е годы снимался в кино, и это была юмористическая пантомима, автор, он воспринимался как артист индустрии. Во-вторых, кино — это искусство, и вот здесь вот в главном смысле оно в собственном смысле принадлежит к эстетическому режиму искусства, который основан на процессе осознанном и на процессе бессознательном. Это как взаимодействие режиссера и артистов. Режиссер — это осознанный, а артисты бессознательно выполняют его команды. Хотя иногда может быть и наоборот. Артисты делают то, и это вписывается в сюжет, о чем режиссер даже и не думал. И третье — кино включает в себя язык, и язык как форма чувствительного. То есть искусство, кино — это искусство, которое производит чувственные формы. Язык вызывает определенные эмоции, создает чувственное. Это своего рода написание, стиль письма, но в движениях. Камера пишет эти движения. В советское время, при коммунизме, кино противопоставлялось театру. Это был своего рода такой антитеатр. И кино выполняло идеологическую роль. Как бы считалось, что искусство не для коммунистов. Поэтому кино записывалось, и здесь эстетический режим искусства осуществлялся с помощью кино. И мы видим, как оно эволюционировало. Язык чувствительного, который может разговаривать со всеми с помощью кино. И своего рода такое формирование психологии, оказывало влияние на психологию. Удивительно, что кино может влиять и даже восстанавливать, оказывать благоприятное влияние на психику, на поведение людей. То есть для меня кино — это такой своего рода парадокс, это эволюция искусства, которая развивается, которая сочетает в себе элементы чувствительного, и в то же время кино перевернуло классический способ повествования. То есть я рассматриваю кино как противоречивое искусство. Это новая форма искусства, которая предлагает картины, формы, язык, повествование. Вот так я вижу кино.
Pourriez-vous raconter quel rôle joue l'esthétique et comment l'esthétique est liée avec la politique? Quelle idée le sensible donne de l'esthétique? Quel est le rapport entre l'esthétique et la politique? Oui, bon, la première chose importante, disons, c'est justement de distinguer cette question du rapport esthétique-politique de la question habituelle du rapport de l'art à la politique. C'est-à-dire que la question disons, du lien entre esthétique et politique, pour moi, n'a rien à voir avec la question de savoir si l'art doit être au service de la politique et comment il doit être au service de la politique. Bon, alors, pour comprendre cette distinction, il faut effectivement redéfinir un petit peu aussi ce que veut dire esthétique. C'est-à-dire qu'il faut se souvenir que esthétique, ça ne veut pas dire d'abord ce qui concerne l'art, ce qui concerne la beauté. Esthétique, ça veut dire d'abord ce qui concerne la sensibilité. Dans mon langage, l'esthétique en quelque sorte, ça veut dire ce qui concerne le partage du sensible, à savoir justement dire la place en quelque sorte que les humains occupent dans des espaces et dans des temps qu'ils occupent dans des distributions, des lieux, des positions et des capacités. Donc, bon, c'est ça, en quelque sorte, le lien esthétique et politique, ce qui veut dire que véritablement, justement, les deux notions, esthétique et politique, ne sont pas comme ça des choses séparées qu'il faudrait relier, mais sont liées en quelque sorte, on peut dire d'emblée. Que, bon, il y a... c'est pour ça que j'ai dit qu'il n'y a pas la politique et l'esthétique, il y a une esthétique de la politique et puis il y a une politique de l'esthétique qui éventuellement se croisent, se rencontrent, se confondent, s'opposent. Bon, il y a une esthétique de la politique, ça veut dire quoi? Bon, ça veut dire la politique est une affaire effectivement qui est une affaire esthétique, puisque bon, la politique intervient sur le partage du sensible. Bon, je rappelais tout à l'heure cette espèce à la fois de définition première un peu de la politique par Aristote, à partir de la différence justement entre deux équipements sensibles, quoi. La parole et la voix. Donc, cette espèce d'ancrage, on peut dire, de la politique dans une spécificité sensible de l'être humain. Bon, je rappelais aussi que justement, c'était pas cette espèce de distinction était elle-même une distinction polémique, quoi, et que au fond, l'action politique avait toujours plus ou moins consisté pour des gens considérés comme incapables de parler, ça avait toujours consisté pour eux à montrer qu'ils étaient capables de parler, qu'ils étaient capables de constituer un lieu de la parole, un objet de la parole, un langage commun. Donc, la politique est une affaire esthétique parce qu'elle intervient sur le partage même du sensible. Et puis finalement, la politique s'exécute toujours à travers des performances des corps, quoi. La politique, c'est pas simplement des idées, des programmes et puis des actions qui les mettent en œuvre. La politique, ça se joue à travers des performances des corps. Bon, c'est une affaire de parole, une affaire de gestes, une affaire de mouvement, une affaire d'image, quoi. Bon, il y a les mises en scène du pouvoir qu'on connaît bien, et puis il y a les mises en scène, on peut dire, si on veut, les dramaturgies de la protestation. C'est quelque chose qui a été rendu peut-être à nouveau très sensible à travers les mouvements politiques des 15 dernières années, à travers le printemps arabe, les mouvements des places, les mouvements du type Occupy, quoi, où on a vu véritablement le rôle en quelque sorte que jouait, on peut dire, justement toute une série un petit peu de formes de mouvements, de paroles, d'usage des images, d'usage des pancartes, des slogans, des chansons, des performances
Bon, on se souvient notamment du rôle qu'ont pu jouer, par exemple, bon, un chanteur, disons un chanteur populaire lors du printemps arabe, donc disons au Caire. On se souvient du rôle comme ça qu'a joué la performance du Standing Man à Istanbul lors du mouvement, aussi lors du mouvement un petit peu de la, donc, à Istanbul, lors de grands mouvements de révolte qui a eu lieu à l'époque, où il y a eu cette performance un peu surprenante d'un artiste, c'était un artiste, un danseur, quoi, qui s'arrête tout d'un coup et qui reste immobile. Alors, bon, qui reste immobile, et petit à petit, il y a des gens qui se regroupent autour de lui, qui reste immobile. Donc voilà, bon, je dirais que donc à travers à la fois les parades du pouvoir et puis justement les dramaturgies des manifestations, bon, on perçoit qu'il y a quelque chose comme une esthétique de la politique, à savoir toute une série de transformations, on peut dire, du rapport sensible des gens à leur espace, à leur temps, à leur environnement, qui véritablement fait partie et constituant de la politique. Donc il y a une esthétique de la politique, mais qui est souvent un peu comme ça, comme refoulée, parce que lorsqu'on parle d'esthétique, on a l'impression justement que c'est pour les esthètes, quoi, que c'est pour les esthètes, et que la politique, en revanche, bon, elle est au contraire pour les gens réels, et qu'elle est pour les pauvres, qu'elle est pour les gens qui travaillent, etc., et pour les gens qui agissent. Bon, mais il y a une esthétique de la politique, quoi. Et puis inversement, il peut dire qu'il y a une politique de l'esthétique. Je veux dire que par là, bon, les formes artistiques, et bon, plus largement, on peut dire même les formes de perception, les formes d'affect, bon, interviennent directement à ce niveau esthétique qui est plus ou moins justement à la fois sous-jacent et refoulé un petit peu dans la politique et dans la pensée de la politique. Et bon, l'art, disons les formes d'art, transforment les mouvements, transforment les gestes, transforment les modes de perception, transforment les affects. Et donc voilà, on peut dire qu'ils interviennent à cette espèce à ce niveau, dans cette espèce de couche sensible qui en quelque sorte supporte les possibilités de l'action politique elle-même. Et à partir de là, au fond, a pu se développer l'idée que, au fond, la politique au sens réduit, était justement une espèce de forme dérivée, et même on peut dire une forme artificiellement séparée d'une réalité sensible des rapports entre les êtres, qui est quelque chose de plus essentiel, de plus profond, finalement, que les combats politiques ou les formes politiques, quoi. Bon, c'est justement, bon, c'est ce qui est en jeu dans ces lettres sur l'éducation esthétique de Schiller, dont je parlais déjà tout à l'heure, quoi, au fond, qui sont écrites en 1795, c'est-à-dire pendant la Révolution française, c'est-à-dire après le grand épisode de la terreur de la Révolution française, soit, et ces lettres sur l'éducation esthétique de l'homme sont en quelque sorte justement écrites pour proposer quelque chose comme une forme de révolution qui serait plus simplement une révolution des lois, des institutions, des formes, disons, des formes institutionnelles, mais qui serait une révolution dans les formes mêmes de l'existence sensible, quoi. Au fond, ce qui est proposé à travers cela, et ce qui est repris un petit peu par la pensée disons, des romantiques, des idéalistes, de l'idéalisme allemand, des romantiques allemands, c'est l'idée d'une révolution sensible qui est plus profonde que la révolution simplement politique. Et ça, c'est une idée qui, effectivement, on peut dire, a influé durablement, on peut dire, la suite, justement, des rapports entre esthétique et politique. C'est-à-dire, c'est une idée qu'on retrouve encore chez Marx. Bon, Marx ne voulait pas être un esthète, mais bon, je dirais, si on pense à l'opposition que fait Marx entre révolution humaine et puis révolution politique, on peut dire que oui, ça reprend cette idée d'une révolution des formes de l'existence sensible qui est plus importante que la révolution, disons, qui change simplement les formes de l'État, les constitutions et les lois. Bon, c'est aussi bien sûr cette idée d'une révolution, on peut dire,
qui est à la fois esthétique et politique, qu'on retrouve dans les avant-gardes esthétiques du XXe siècle, qu'on retrouve à travers la pensée des architectes, des designers, du Werkbund ou du Bauhaus, mais qu'on trouve encore plus, bien sûr, chez les avant-gardes, disons, de la révolution artistique en URSS, quoi. Bon, ce sont des gens qui, justement, sont des artistes, mais des artistes qui décident que l'art ne doit plus faire des œuvres d'art, quoi. Qui décident que les artistes doivent désormais faire autre chose que des peintures ou des sculptures à regarder dans les musées, qu'ils doivent transformer directement les formes de la vie. D'où le rôle que joue effectivement à l'époque l'architecture, le design, les arts appliqués, avec l'idée que au fond, la révolution consiste à transformer, on peut dire, toutes les formes et tous les objets même de l'existence, et à transformer même, disons, on peut dire, les modes de la perception. On peut penser au rôle, par exemple, que joue j'en ai parlé plusieurs fois, mais le rôle que joue, disons, la ligne oblique, comme ça, dans l'art chez les artistes soviétiques, un petit peu des années 1920, quoi. Donc, toutes ces créations plus ou moins invraisemblables, comme la tribune de Lénine, comme le monument à la Troisième Internationale, aussi, on peut penser à toutes les photographies de Rodchenko, qui sont toujours avec des espèces d'angles obliques et inversés, comme ça. Comme si véritablement il fallait changer les coordonnées même de l'expérience sensible, quoi. Il n'y a plus le haut et le bas. Il y a une ligne en quelque sorte qui nie le rapport du haut et du bas, et puis une ligne qui s'en va en quelque sorte dans le temps, au lieu de s'en aller simplement dans l'espace, quoi. Прежде всего, я разделяю отношения между эстетическим и политическим. Для меня это касается чувствительного, и поэтому я разделяю эстетику в политике, политику в эстетике. Политика, что такое эстетика в политике? Политика вмешивается в разделение чувствительного. Политика — это вид полемики. Человек, способный говорить, и я вижу их, и показывать свой язык, свою речь. Таким образом, политика проявляется через слова, жесты, картинки. Это как постановка, драматургическая постановка. Политика — это серия форм движения. То есть эстетическое в политике. Политика в эстетике — это формы аффекта, формы влияния, искусства, трансформации жестов, действий. Вынося политические действия, политика производит формы реальности чувствительного. Может стать глубже, чем просто политические конфликты. Наиболее яркий пример с французской революции. Французская революция показала, что пришли на смену старым пришли новые законы, новые институты. И таким образом произошла революция чувственного. Это глубже, чем просто политика. То есть происходит революция форм существования чувственного. Идея революции — это идея эстетики и идея политики. Архитектура, декор, все должны трансформировать свои формы. Таким образом, я расцениваю революцию как трансформацию всех форм и даже форм существования.
Mhm. La question suivante concerne la notion du jeu. On sait qu'aujourd'hui, un jeu joue le rôle important. Il est il est pénétré dans tous les domaines de notre vie. Et comment vous comprenez cette notion, comment vous déterminez le jeu dans le régime esthétique de l'art? Bon, je pense que il faut là encore faire des distinctions. À savoir dire que si le concept de jeu a joué un rôle très important dans le régime esthétique de l'art, c'est au sens où le jeu n'est pas simplement un amusement, le jeu n'est pas simplement un divertissement. Le jeu est un type finalement d'activité tout à fait spécifique, à savoir que le jeu, c'est une activité qui a sa fin en elle-même, qui ne sert à rien d'extérieur à elle-même. Et bon, ce concept de jeu donc très très important. Moi, tout à l'heure, bon, je parlais de la manière dont le régime esthétique de l'art avait inclus en lui disons, des spectacles qui apparaissaient justement comme des divertissements, des amusements populaires. Ça veut dire justement qu'au fond, il a transformé le sens même de l'idée de jeu. À savoir, il y a des choses, il y a des spectacles d'acrobates, de pantomime, dont on pensait, voilà, ce sont des jeux, ce sont des amusements pour le peuple, quoi. Et au fond, le régime esthétique les transforme en disant non, ce ne sont pas des amusements pour le peuple, ce sont des formes d'activité qui ont leur fin en elles-mêmes. Et c'est ça qui les rend importants, à savoir le fait qu'elles ne visent rien d'autre qu'elles-mêmes. Bon, pourquoi c'est important ce concept au fond de l'activité qui a sa fin en soi-même? Pourquoi c'est important? Parce que ça joue un rôle décisif par rapport justement à ce que j'appelle le partage du sensible et par rapport justement à, disons, la révolution qui s'opère, on peut dire, à l'âge esthétique. Bon, dans la hiérarchie traditionnelle des modes d'activité, il y a justement, on peut dire, deux types d'activités et qui correspondent à deux sortes d'humanité, quoi. C'est-à-dire il y a des activités qui sont simplement au service de fins extérieures, et puis il y a des activités qui ont leur fin en elles-mêmes. Et ça, bien sûr, cette division correspond à une division entre des types d'êtres humains, quoi. Il y a des êtres humains qui sont liés à l'univers du besoin, qui font tous les jours en quelque sorte le travail nécessaire pour produire des choses utiles et puis pour gagner leur vie, quoi. Et puis il y a des humains qui, eux, sont capables d'avoir des activités qui soient leur fin en elles-mêmes, qu'il s'agisse de l'action ou qu'il s'agisse justement du loisir, qu'il s'agisse véritablement du jeu, justement. Donc, voilà, il y a cette espèce de hiérarchie, on peut dire, traditionnelle. Il y a des gens dont les activités sont toujours simplement des moyens pour des fins extérieures. Ces gens-là, on les appelait pendant longtemps des hommes mécaniques, parce que mécanique, justement, ça veut dire ce qui a rapport aux moyens. Et donc, il y a des gens qui étaient considérés comme vivre uniquement dans l'univers des moyens qui servent à satisfaire des pas immédiates. Et puis, il y a des hommes qui vivaient, eux, dans l'univers des fins, quoi. Et ceux-là, on les appelait des hommes libres ou des hommes actifs, par opposition aux hommes mécaniques ou dits passifs. Bon, et c'est ça qui est, on peut dire, c'est ça qui est renversé, on peut dire, dans la constitution du régime esthétique. Et donc, dans ce que j'appelle la révolution esthétique, à savoir que justement, le jeu n'est plus quelque chose qui est réservé à une catégorie d'humains, mais il est, disons, faut quelque chose qui, au contraire, correspond à une capacité qui est partagée par tous les humains. Bon, c'est effectivement que la notion que développe Schiller donc dans ses lettres sur l'éducation esthétique de l'humanité.
Bon, Schiller disons, de la critique du jugement de Kant, quoi. Kant explique comment, justement, dans le jugement esthétique, ce qui est en jeu, c'est un rapport libre entre l'entendement et puis la sensibilité. Alors, l'entendement, c'est-à-dire que bon, il parle du libre jeu des facultés. Ça veut dire quoi? Bon, l'entendement n'est plus en train d'imposer, dire, ses lois à la sensibilité, et inversement, la sensibilité ne commande plus l'entendement, mais les facultés jouent par rapport l'une à l'autre d'une manière libre et on peut dire d'une manière égale. Bon, c'est ça que reprend Schiller, donc dans un passage très célèbre de ses lettres donc, sur l'éducation esthétique de l'homme, où il dit, bon voilà, le jeu, justement, c'est pas quelque chose qui est un amusement. Le jeu est une chose extraordinairement sérieuse, et le jeu c'est une notion qui peut transformer véritablement, transformer la pensée même, la manière même dont nous vivons. Parce que, précisément, le jeu abolit les hiérarchies, quoi. Bon, Kant, donc, Schiller reprend Kant, cette idée du libre jeu des facultés devant la libre apparence du beau. Et justement, il montre que dans ce libre jeu, il y a une abolition de toutes les hiérarchies. Dans l'expérience esthétique, l'entendement ne commande plus à la sensibilité, la forme ne commande plus à la matière, les fins ne commandent plus aux moyens, et c'est plus non plus la culture qui commande à la nature. D'une certaine façon, il y avait toutes ces vieilles oppositions qui étaient toutes des oppositions hiérarchiques, quoi, qui séparaient véritablement des catégories d'humains, quoi. Bon, quelques dizaines d'années avant Schiller, quoi, il y avait Voltaire qui disait encore que, voilà, que finalement les gens, les gens cultivés et puis les gens en quelque sorte qui dans le monde de la nature n'avaient pas les mêmes sens, quoi. Donc, au fond, les hiérarchies des humains, c'était une hiérarchie des capacités sensibles, une hiérarchie des sens eux-mêmes. Et puis bon, Schiller vient au contraire, poser dans cette notion de jeu une espèce de capacité sensible qui abolit, on peut dire, toutes les hiérarchies, et qui du même coup, bon, il définit une sorte de capacité humaine universelle, quoi. Donc le sauvage est capable de jouer avec ses tatouages, avec ses coquillages, avec les peintures, de la même manière que l'esthète, comme ça, dans un musée devant une statue. Donc voilà, donc au fond, il y a cette idée d'une humanité joueuse, qui est l'humanité de l'avenir, c'est-à-dire une humanité en quelque sorte qui va justement développer librement ses capacités pour elle-même, au lieu de les mettre au service d'une activité extérieure. Bon, ça c'est lié bien sûr à justement la critique de la division du travail, quoi. Ces lettres-là sont écrites aussi au moment où on est un peu, frappé par les analyses d'Adam Smith sur la division du travail. Bon, chaque homme qui ne fait qu'une toute petite partie d'une tâche, comme ça, donc une humanité qui est livrée à des activités morcelées, quoi. Par rapport à ça, l'idée du jeu, précisément, c'est l'idée d'une activité qui a sa fin en elle-même, qui n'est pas morcelée, quoi, et qui, par conséquent, au fond, est en quelque sorte comme l'activité d'une humanité qui n'est plus séparée, qui ne sépare plus ses capacités, qui ne se morcelle plus, et du même coup, une humanité qui n'est plus divisée en classes et en castes différentes, quoi. Et bon, ça c'est quelque chose qui est important, parce que là encore, c'est quelque chose qui souterrainement, malgré tout, conduit à la pensée du jeune Marx. La pensée du jeune Marx, qu'est-ce que c'est que l'aliénation? L'aliénation, c'est précisément la situation dans laquelle la capacité humaine générique est mise au service d'une simple utilité. Bon, le travail qui est l'essence de l'homme est mise au service simplement de l'acquisition des moyens nécessaires à la vie, quoi. Et puis, le communisme, justement, est pensé comme l'antidote, à savoir comme l'état de non-séparation des moyens et des fins. Au fond, c'est l'état où les capacités des humains sont utilisées non plus pour des fins extérieures, mais utilisées pour elles-mêmes directement. Cela est dit très, très
très très rapidement, quoi. Bon, bon, c'est effectivement important de développer cette idée du jeu, non pas comme l'amusement. C'était comme on le dit souvent, quoi, justement, où finalement, bon, cette pensée cette pensée du divertissement, mais le jeu, non, est quelque chose comme est quelque chose comme une activité qui a sa fin en elle-même. Bon, un peu lointainement, c'est ce qu'on retrouve un petit peu dans le. Évidemment, je suis un penseur, disons, un penseur du jeu à l'âge moderne, enfin, à l'âge plus récent, comme Guy Debord. Justement, chez Guy Debord, on peut dire que cette opposition du jeu comme l'activité autonome, et puis contre le spectacle, quoi. Donc il y a des gens qui pourraient dire le spectacle c'est le divertissement, c'est le jeu. Non, disons le spectacle, c'est précisément au fond c'est au fond l'action humaine qui est retournée contre les humains, qui est mise en face, en face d'eux-mêmes, soit dans les grandes parades des politiciens, soit dans les grandes expositions des objets de l'industrie, des arts ménagers, etc. Bon, ça, c'est le spectacle, c'est-à-dire c'est l'activité humaine qui est séparée, qui est en face des humains, quoi. Et puis le jeu, en revanche, c'est l'activité, on peut dire, autonome des humains qui ne se séparent plus d'eux-mêmes. Votre nouveau travail, le temps du paysage. Le temps du paysage, est-ce que vous pouvez définir votre vision de cette notion, de cette conception? Qu'est-ce que c'est le temps du paysage? Le temps du paysage, bon, c'est d'abord un temps historique, on peut dire précis, quoi, déterminé, c'est-à-dire une époque où le paysage a été pensé et vécu comme l'objet d'une expérience spécifique, quoi. Pas simplement comme un objet de plaisir, quelque chose qu'on a du plaisir à contempler, mais comme un objet de pensée. Et bon, ce temps du paysage, on peut dire que vraiment il se situe essentiellement au XVIIIe siècle, quoi. Au XVIIIe siècle, bon. Et disons, bon, c'est l'époque où, disons, on crée des nouveaux jardins. C'est l'époque où il y a toute une série de polémiques sur l'art du jardin et sur le paysage. C'est aussi l'époque du développement des voyages à travers la nature sauvage, donc disons des gens qui s'en vont comme ça à traverser les montagnes, la nature sauvage. Voilà, il y a ce moment-là, quoi, qui constitue véritablement le paysage, pas simplement comme un spectacle agréable, mais comme quelque chose de plus sérieux, quoi. C'est un peu comme le jeu, quoi, mais d'autre manière, quoi. C'est-à-dire le spectacle, le paysage, c'est pas simplement quelque chose qu'on regarde avec plaisir, c'est quelque chose où on trouve un modèle. Pourquoi? Parce que le paysage, c'est au fond la manière dont coexistent une multitude d'éléments, donc justement, bon, disons de l'herbe, des arbres, des ruisseaux, des rochers, toutes sortes. Donc il y a toutes sortes d'éléments qui se fondent en un tout. Bon, l'essentiel d'un paysage, c'est qu'un paysage, on le perçoit toujours comme une espèce de tout qui est fait d'une multitude un petit peu d'éléments, donc qui sont en quelque sorte vus ensemble et vus comme faisant partie finalement d'une même harmonie. Donc, le paysage, c'est d'emblée un modèle qui est en même temps, ici encore, politique et esthétique, quoi. Bon, disons, si on veut, un modèle esthétique de la politique. Ça, on peut regarder ça des deux côtés. Du côté politique, donc au XVIIIe siècle, il se développe, et notamment en Angleterre, toute une série de polémiques sur l'art des jardins qui mettent toujours en parallèle la manière d'arranger les jardins et puis les types de communautés politiques.
Bon, alors, si on prend ce qui se passe en Angleterre, donc dans la première moitié du XVIIIe siècle, bon, il y a une grande polémique qui dénonce les jardins à la française. Bon, les jardins à la française, c'est des jardins géométriques avec des lignes droites, des arbres bien taillés. Donc, et puis, voilà, tout en quelque sorte semble soumis un petit peu à la géométrie et à la ligne droite. Et donc, il y a une critique de ces jardins, quoi, mais une critique de ces jardins qui en même temps les met en rapport directement avec un modèle politique. C'est-à-dire que, première moitié du XVIIIe siècle, donc les critiques anglais des jardins à la française, disent c'est des jardins absolutistes, quoi. Et puis à l'époque de la Révolution française, au moment donc, où les révolutionnaires françaises essayent, on peut dire, d'imposer l'égalité, on verra la même critique, à savoir que les révolutionnaires, même s'ils détruisent, disons, la monarchie absolue, finalement font comme elle, à savoir que, finalement, la Révolution française, c'est une sorte de nivellement de toutes les différences sociales, de tout ce qui fait la diversité, en quelque sorte, du paysage social. Donc, alors contre ça, bien sûr, des philosophes, des théoriciens des jardins, des poètes vont opposer le jardin anglais, parce que le jardin anglais, c'est le jardin naturel, c'est le jardin justement qui bannit la ligne droite, tout est courbe, les sentiers sont sinueux, il y a partout un petit peu ça, des pleins et des creux, des vallonnements, un paysage tout en douceur, qui est fait pour que justement il y ait des gradations de lumière qui puissent se rendre sensibles. Donc c'est un paysage en quelque sorte, on peut dire, où finalement tous les éléments se fondent les uns dans les... se fondent en quelque sorte d'une espèce disons, de modèle général, on peut dire, justement de lignes courbes, de lignes douces. Et ça, bien sûr, c'est pensé comme un modèle de la monarchie libérale anglaise, qui n'est pas une monarchie absolutiste, qui est une monarchie qui est fondée sur les traditions beaucoup plus que sur des règles écrites. Et puis, bien sûr, c'est aussi pensé comme un modèle de la société anglaise, à savoir une société aristocratique, mais une société aristocratique où justement les aristocrates sont un peu comme les grands arbres, comme ça, qui à la fois découpent le paysage et qui en même temps protègent un peu protègent les petites plantes, quoi. Donc, et puis la société anglaise, c'est aussi un modèle justement où les différences sociales ne sont pas accusées, ne sont pas brutales, mais finalement sont comme une espèce de série de gradations un petit peu comme les gradations de la lumière. Donc voilà, il y aurait le paysage brutal de la géométrie à la française et de la politique à la française, et puis le paysage doux, arrondi, amolli, et tout en gradation, quoi, de la monarchie anglaise et du jardin anglais, quoi. Bon, ça, et puis ce qui est intéressant, c'est que à la fin du XVIIIe siècle, donc en Angleterre, disons, il y a en quelque sorte, il y a une critique qui se développe aussi de ce jardin anglais. C'est-à-dire qu'à la fin du XVIIIe siècle, en Angleterre, il y a toute une série de gens qui sont des propriétaires, eux-mêmes des propriétaires, des gens qui aiment les jardins, des amateurs d'art, et qui se mettent à critiquer ce modèle du jardin courbe, sinueux, etc., en disant mais non, finalement ce jardin aux lignes courbes, c'est pas plus naturel, que le jardin aux lignes droites, c'est tout aussi artificiel, et disent certains, c'est pas ligne courbe contre ligne droite, parce que il faut regarder la nature, et dans la nature il n'y a pas de ligne, qu'est-ce qui fait finalement l'harmonie naturelle, c'est le fait que tout est mélangé, que tout est intriqué. Il y a un mot qui dit ça en anglais, intricacy. Ce qui est important dans la nature, c'est cette intricacy. Le fait que justement tous ces éléments, l'eau, la pierre, la terre, l'herbe, les arbres, les feuilles, tout ça, la lumière, tout ça vient, et éventuellement aussi les habitations et puis les gens, tout ça vient se mélanger. Et au fond, l'unité du tout se fait par le mélange, par l'égalité dans le mélange, par une espèce de sympathie naturelle entre les éléments, et pas du tout par des lignes spéciales, et surtout pas du tout par la subordination de la partie au tout.
Ce qui est intéressant, c'est que en même temps, toutes ces polémiques, en quelque sorte, où ce sont des théoriciens anglais qui critiquent, y compris le jardin anglais, quoi. Tout ça, disons, vraiment, ce sont des polémiques qui ont lieu à l'époque même de la Révolution française. Donc, avec l'idée quand même qu'il y a un rapport toujours entre ces histoires de jardins et d'aménagement des jardins, quoi, et puis ce qui se passe par ailleurs dans la Révolution française. Ça, c'est le côté politique, quoi. Et puis, mais aussi, disons, qu'est-ce qui fait l'importance du paysage? C'est que, disons, le paysage tel qu'il est pensé à l'époque, c'est aussi comme un élément d'une révolution dans l'art. Parce que le paysage, c'est pas simplement le spectacle de la nature, quoi, les spectacles qu'offrent les ruisseaux, les arbres, les petits oiseaux et des choses comme ça, ou bien au contraire les montagnes sauvages, les rochers, les avalanches. Non, le paysage, c'est pas simplement un spectacle naturel, c'est un spectacle qui est produit par la nature elle-même. C'est-à-dire, dans le spectacle, qu'est-ce qu'on voit la nature à l'œuvre? Jusque-là, dans la théorie de l'art, dans la théorie des arts, on disait bah oui, que les arts devaient imiter la nature. Mais maintenant, il ne s'agit plus d'imiter la nature, parce que la nature n'est plus un objet d'imitation, la nature n'est plus un modèle qu'il faut respecter. La nature, c'est une artiste. Et la nature est une artiste, et bon, une artiste qui compose des scènes. Disons, dans cette littérature, donc sur les paysages au XVIIIe siècle, on parle tout le temps des scènes de la nature. La nature est une artiste qui crée des scènes. Donc, je veux dire, une artiste nouvelle, quoi, mais aussi une artiste d'un genre nouveau, une artiste très spéciale. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui fait la beauté des scènes de la nature? C'est précisément le fait que la nature ne veut pas faire de l'art. La nature n'est pas un artiste qui a une idée dans sa tête et qui veut la réaliser, qui a des plans, qui veut imposer une forme à une matière. Non, la nature, en quelque sorte, c'est l'opposé de l'art. C'est l'opposé de l'art. La nature, c'est ce qui se développe par soi-même. Et au fond, la beauté des scènes de la nature, c'est la beauté de ce déploiement libre, en quelque sorte, de la nature. Donc, la nature est artiste, mais aussi, la nature est une artiste qui ne fait pas de l'art, qui ne veut pas faire de l'art. Et ça, bien sûr, c'est un modèle essentiel pour le régime esthétique de l'art. Puisque, justement, dans le régime esthétique de l'art, la beauté, encore une fois, quand Kant le dit, la beauté est sans concept. La beauté n'est plus la perfection d'une idée réalisée, la beauté est une forme libre. La beauté, c'est justement, disons, ce qui est beau, c'est justement ce qui n'a pas l'air d'être fait, quoi. Et on peut dire le grand idéal, en quelque sorte, de l'art au sein du régime esthétique, c'est l'identité de la production consciente et de la production inconsciente. C'est l'identité de l'art et d'une non-art, de ce qui est extérieur à l'art, et même contraire à l'art. Et de ce point de vue, bien sûr, le paysage va être un modèle essentiel dans la constitution du régime esthétique de l'art, parce que précisément c'est l'œuvre d'une artiste qui n'est pas une artiste, qui ne veut pas faire de l'art. Что касается произведения «Время пейзажа», пейзаж становится объектом специального опыта. Это началось в XVIII веке, когда появились сады, и была такая культура создания садов, архитектура создания садов. В то же время люди начали путешествовать и сравнивать природу дикую, поднимались в горы, во время путешествий знакомились с дикой природой. И тогда пейзаж стал возникать как что-то серьезное. Это не только на то, что смотрят, а пейзаж стал моделью, где все элементы, деревья, трава, камни, это все элементы, которые проникают во все и становятся частью гармонии. Пейзаж, он и есть эстетическое в политике. В первой половине XVIII века и тогда были полемики, споры по поводу конструкции садов. Например, во Франции сады были правильной формы, правильной геометрической формы,
с ровными линиями, с правильными окружностями. И это своего рода отражало модель абсолютной монархии, существовавшей в то время во Франции. В Англии, например, сады были более естественные, преобладали кривые линии, такие мягкие силуэты, мягкие линии. И это также отражало модель либеральной монархии, существовавшей в Англии. То есть такое английское общество аристократов, которое можно изобразить как большие деревья, которые защищают маленькие растения. И в конце XVIII века даже собственники этих садов начали критиковать архитектуру садов. Это не что-то, то есть это стало неестественным. Вот эти правильные формы, например, в отношении французских садов, правильные формы стали рассматриваться как искусственные, неестественные, то есть нарушать естественную гармонию. И в этот же самый момент происходит революция. И революция, она как бы перемешала все в обществе. И когда собственники садов в это же время тоже начали пересматривать свои сады, то есть стали допускать гармонию, естественную. Например, вода, трава, камни, все это было перемешано и как бы приобрело равные права. И то же самое в политике. После революции, революция как будто произвела такую естественность, равноправие в обществе, и политика стала таким, ну ладно, в общем, это отражает политическую жизнь. La dernière question est sur votre nouveau livre qui vient de paraître. De quoi est ce livre et comment vous allez la présenter au public? Est-ce que c'est possible d'acheter ce livre? Alors, ce livre, pour l'instant, on ne peut pas l'acheter parce que ni le voir présenté, puisque, disons, il ne paraîtra qu'au mois de septembre. Donc, il paraîtra en français au mois de septembre. Ce livre s'appelle Les voyages de l'art. Pourquoi les voyages de l'art? Ils ont un thème qui est lié à ce que j'ai développé un peu disons, dans toutes les questions précédentes, à savoir qu'un des caractères essentiels du régime esthétique de l'art, c'est l'absence de frontières. L'absence de frontières de la sphère de l'art, quoi. Ça veut dire deux choses. D'un côté, n'importe quoi peut entrer dans l'art, mais de l'autre côté, il y a une sorte de logique interne qui pousse l'art à sortir, de lui-même, à devenir autre chose que lui-même, plus ou moins que lui-même, à devenir monde, éventuellement à devenir politique. Donc ça, c'est un peu, si vous voulez, le thème global du livre. Alors, comment s'articule un petit peu le livre, quoi? Il s'articule en trois parties. Une première partie qui est en quelque sorte consacrée un peu aux pères fondateurs de la pensée esthétique, Kant et Hegel, quoi. Donc j'essaye de penser, disons, cette espèce de pulsion interne de l'art à sortir de lui-même, à devenir autre chose que lui-même. Donc j'essaie de le penser à travers la critique du jugement de Kant et puis l'esthétique de Hegel, quoi. Ça, c'est la première partie, quoi. La deuxième partie est consacrée à deux arts qui sont situés un petit peu comme à deux pôles opposés, quoi. L'art, en quelque sens, le plus où il y a le moins de matière, à savoir la musique. De l'autre, l'art où il y a le plus de matière, à savoir l'architecture. Donc voilà, j'étudie la manière dont donc la musique, dans le régime esthétique, tout particulièrement au XIXe siècle, la musique, en quelque sorte, cherche à être toujours autre chose que de la musique. Bon, par exemple, à l'époque romantique, chez les théoriciens romantiques de la musique, il y a cette idée que la musique, c'est bien plus qu'un art, quoi. C'est bien plus qu'un art. La musique est une espèce de langue de l'esprit, quoi.
il y a cette idée qu'on trouve chez les romantiques allemands que l'art est en quelque sorte une perception directe de l'absolu, quoi, à la différence de la philosophie, qui passe toujours par des médiations, quoi. Alors l'idée que l'art est une espèce d'approche directe, d'expression directe de l'absolu, et bien sûr la musique, dans la mesure où c'est l'art le plus immatériel, est pensée comme une expression directe de l'absolu, quoi. Ça, c'est une forme, disons, de pensée de l'art qui veut être plus que de l'art, quoi. Bien sûr, bon, j'analyse aussi une autre forme de sortie de la musique, quoi, notamment à travers Wagner, l'idée de l'œuvre d'art de l'avenir chez Wagner, quoi. L'idée que, justement, la musique n'est plus un art particulier, c'est quelque chose comme la synthèse des arts, c'est le mouvement qui réunit les arts, qui réunit les arts séparés, quoi. Il y a cette idée qu'il y a une espèce d'une grande séparation des arts, qui est aussi justement une espèce de grande séparation des capacités humaines, donc une grande séparation en quelque sorte de l'humanité d'avec elle-même. Et bon, dans les années 1840, et notamment au moment de la révolution de 1848, Wagner développe un petit peu ce thème de la musique qui n'est plus un art, mais qui est une espèce disons, de synthèse des arts, qui crée l'œuvre d'art de l'avenir, quoi, disons, le poème dramatique qui est l'œuvre de l'art de l'avenir, qui n'est pas simplement justement une œuvre d'art, mais aussi une sorte de forme de réconciliation de l'humanité avec elle-même. Donc voilà, bon, j'étudie en quelque sorte cette espèce de projet de faire de l'art, de faire de la musique plus que de la musique, quoi. Bon, j'étudie parallèlement un petit peu ce qui arrive à l'architecture. L'architecture, en un sens, donc c'est un art qui a toujours été un petit peu comme sur les bords de l'art, ou sur les bords, ou bien exclu. C'était exclu de l'art pour deux raisons, quoi. Donc, à la fois, c'est l'art le plus matériel, quoi. C'est l'art qui construit des bâtiments solides, et qui construit des bâtiments solides pour des fins utilitaires. Mais aussi, c'est l'art le plus intellectuel, parce que, disons, l'œuvre architecturale est toujours l'œuvre d'un artiste qui a voulu réaliser un plan. Donc, tout le contraire du paysage. Tout le contraire du paysage, disons, au XVIIIe siècle, on oppose beaucoup justement l'architecture et le paysage, quoi. Donc, l'architecture, en quelque sorte, est un art qui a cette espèce de double défaut, quoi, d'être trop matériel, trop utilitaire, trop solide, quoi, et des fois, et le défaut en même temps d'être trop intellectuel, d'être en quelque sorte toujours, ils font la réalisation d'une idée, la réalisation d'un concept, donc à l'opposé, bien sûr, disons, de l'idée esthétique, de la beauté sans concept, de la beauté comme forme libre. Donc voilà, à partir de là, j'ai étudié un petit peu un certain nombre de tentatives de l'architecture, au fond, de sortir d'elle-même, au fond, en quelque sorte, d'aller à l'encontre de sa propre perfection, quoi. Sa propre perfection, c'est de construire des bâtiments solides dans lesquels vont loger les gens, quoi. Ils font qu'est-ce que vont chercher à faire les architectes, un certain nombre d'architectes? C'est le contraire, c'est-à-dire non plus enfermer les humains derrière des murs, mais au contraire les réunir, contribuer à une humanité qui ne soit plus séparée, qui ne soit plus divisée, quoi. Et par conséquent, bon voilà, à partir de là, il y a des idées justement disons, de construire des édifices où le dehors n'est plus séparé du dedans, ou bien de construire des édifices qui reposent plus sur le sol, des édifices qui sont en hauteur, des édifices qui sont dans les airs, quoi. Et puis plus encore, quoi. Au fond, le défaut de l'architecture, c'est toujours qu'elle fixe les gens dans des lieux, quoi. Encore une fois, elle occupe un espace, elle ne bouge pas, et du même coup, effectivement, elle fixe les gens dans cet espace, quoi. Et bon, d'où effectivement, en quelque sorte, la volonté de l'architecture de briser avec cette espèce de contrainte, et justement au XXe, XXIe siècle, le développement de toute une série justement de rêves un petit peu d'architecture qui serait d'architecture mobile, quoi. Et bon, par exemple, à l'époque de la révolution soviétique, c'est cette idée de la ville du futur comme une ville qui est dans les airs, quoi. Une ville qui est dans les airs, et où chaque habitant, peut dire chaque logement, dispose en même temps d'une espèce de petite cabine pour se déplacer, quoi. Donc il y a toute une série de projets architecturaux ou de fantaisies architecturales qui sont comme ça, qui veulent en quelque sorte que l'architecture, ouvre au lieu de fermer, et puis qu'elle soit mobile au lieu d'être immobile.
Donc voilà, bon, ça c'est la deuxième partie qui développe un petit peu cette problématique-là. Et puis la troisième partie qui est consacrée donc, à deux choses. Bon, d'une part, bon, l'art de la révolution soviétique. Bon, là, donc ça développe un petit peu dont j'ai parlé à plusieurs reprises dans cet entretien, quoi, à savoir, bon, qu'est-ce qui se passe avec la révolution soviétique? Il se passe que, disons, il y a des artistes, les artistes révolutionnaires, bon, évidemment, qui veulent d'ici de ne plus faire des œuvres d'art, mais de faire des projets, bon, des projets pour la vie nouvelle. Bon, ces projets pour la vie nouvelle, bon, notamment, disons, connus par justement ces espèces de grands projets d'un artiste comme Lissitzky, mais aussi qui sont aussi vraiment, disons, un investissement des artistes dans toutes les formes de la vie matérielle, donc la fabrication d'objets qui sont les objets du Nouveau Monde, la fabrication de vêtements qui sont aussi les vêtements du monde du travail, de mobilier urbain nouveau, de design nouveau, de posters publicitaires, bon, et ainsi de suite, quoi. Donc voilà. Bon, je parlais tout à l'heure aussi de Dziga Vertov, cette idée d'un cinéma qui est plus, disons, fait avec des gens qui jouent, qui racontent des histoires, mais simplement qui est une espèce de conjonction de tous les mouvements, quoi. Donc voilà, donc la première partie de cette dernière partie, disons, travaille un petit peu sur cette espèce de rêve d'un art qui se réaliserait en se niant lui-même, en devenant autre chose que de l'art, en devenant une forme de vie. Et puis, bon, cette dernière partie, donc le dernier chapitre, est consacré à l'art contemporain. Et particulièrement, il est consacré à toute une série de manifestations, d'installations ou de performances de l'art contemporain dont on ne sait pas très bien si elles sont de la politique ou de l'art, ou si elles sont une manière de transformer de la politique en art ou de transformer l'art en action politique. Donc voilà un petit peu donc ce livre, ça s'appelle les voyages de l'art, parce que ça suit en quelque sorte, à la fois ça part un petit peu de cette idée même de l'art comme au fond étant appelé à sortir de soi, quoi. Bon, ça en suit quelques exemples dans des arts particuliers, et puis ça en suit en quelque sorte, on peut dire une espèce de volonté de réalisation globale avec ce qui se passe à l'époque disons, des artistes soviétiques, pour se terminer donc sur le fond la situation ambiguë de l'art aujourd'hui, où l'art est comme un peu à cheval, toujours entre le dedans et le dehors, entre l'art et puis la politique. Voilà ce qu'il y aura dans ce livre, mais qui n'existe pas encore. Cher Jacques, on voudrait vous remercier. Merci beaucoup pour votre accord de partager ce moment magique pour nous. C'est vraiment impressionnant de vous voir, de vous parler en ce moment donné quand vous êtes tout à fait à l'autre bout du monde, dans l'autre univers. Et pour moi, vous êtes un philosophe
énorme, un philosophe dont les idées ont déterminé beaucoup de choses dans notre monde. On vous remercie de tout notre cœur. Merci de votre participation. Merci pour cette interview. On vous souhaite beaucoup de livres, beaucoup d'articles, encore beaucoup de santé pour toutes vos réalisations. On vous remercie pour cette interview. Je vous remercie. Bon, je vous remercie moi-même. Je vous remercie de tous vos vœux, quoi. Je vous remercie bien sûr pour cette invitation elle-même. Je remercie tout spécialement la traductrice, dont je sais que les traductrices ont toujours beaucoup de mal à me suivre et beaucoup de mérite à me traduire. Voilà, je suis content si ce que j'ai dit a pu être pour vous d'une certaine utilité. Et puis je vous souhaite beaucoup de bonnes choses pour la suite. Oui, bien sûr. De ma part, je vous remercie de votre rythme, de votre vitesse de la parole. C'était très compréhensible et j'ai eu le temps de noter tout. Je vous remercie aussi et tout notre public. On est très content, on est très heureux de cette interview et de votre participation. Merci encore une fois et on termine, on s'arrête. Et à la prochaine. Merci. D'accord. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.